Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis désolé de devoir faire la présentation en français, mais comme je le promets chaque année, l'année prochaine, je vais pouvoir faire la présentation en anglais. Alors, je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat très bénéfique pour nous, pour nos patients. C'est le partenariat entre Smile Train et le Collège africain, ouest-africain de chirurgie. Et dans ce cadre, nous allons parler aujourd'hui des soins post-opératoires des fentes. C'est un sujet que j'ai choisi parce que les techniques chirurgicales sont plus ou moins connues, elles sont décrites, nous le verrons, mais on sait que les soins post-opératoires, c'est quelque chose qui qui est sujet à beaucoup de controverses, et donc j'ai voulu partager notre expérience dans le domaine. Alors, comme vous le savez, les fentes labiales et palatines, ce sont des affections congénitales qui sont fréquentes. Certaines études montrent un taux d'environ 1 pour 700 naissances vivantes, ce qui est quand même très important dans nos pays où la natalité reste très élevée. C'est une affection qui est source d'angoisse pour les familles, parce que c'est connu, les malformations. Chaque fois qu'il y a des malformations congénitales, malheureusement, les femmes sont stigmatisées, les parents sont stigmatisés, on accuse tout le temps c'est un malheur qui s'est abattu sur la famille. Parfois, c'est parce que c'est la faute de la femme qui aurait fait quelque chose de mal et que Dieu l'a puni, ou les esprits ou les ancêtres l'ont puni en lui donnant un enfant qui est mal formé. Et au contraire de certaines malformations qui ne sont pas visibles, les fentes, surtout les fentes labiales, elles sont très visibles et très gênantes. C'est difficile de cacher un enfant qui a une fente faciale. Heureusement que ce n'est pas le cas dans tous les pays, parce que par exemple en Mauritanie, la naissance d'un enfant porteur de malformation est souvent perçue comme un signe c'est une grâce divine, c'est-à-dire que c'est une épreuve divine qu'il faut supporter, et après ça peut être source de bonheur pour la famille. Ce qui fait que même beaucoup de parents, encore dans les endroits reculés, hésitent à proposer les enfants pour des soins, parce que c'est pas la peine de faire partir le bonheur qui est arrivé. Il faut laisser l'enfant tel que Dieu l'a voulu ainsi. Il se trouve que cette maladie, elle atteint souvent des populations avec un bas niveau socio-économique, parce qu'on connaît l'étiologie. Souvent c'est des carences vitaminiques pendant la grossesse, et que ces carences vitaminiques, c'est dû au fait que les grossesses sont mal suivies, et on sait tous que plus le niveau d'instruction est élevé chez la femme, plus la grossesse a de meilleures chances d'être bien suivie. Donc on distingue des fentes labiales et des fentes palatines, comme vous le savez. Mais toutes les fentes labiales ou palatines ont un traitement chirurgical qui est plus ou moins bien codifié. On sait à peu près à quel âge on doit faire l'intervention chirurgicale. On sait, même s'il y a plusieurs techniques chirurgicales, on sait tous que au-delà de 3 mois, on peut opérer la lèvre. Au-delà de 6 mois, on peut opérer le palais. Quand il y a une fente labiopalatine, en fonction de l'âge, on peut faire l'intervention chirurgicale en un seul temps, ou vaut mieux faire en 2 temps, selon les habitudes des équipes, mais plus ou moins bien codifiés. Par contre, les soins post-opératoires sont extrêmement mal codifiés. Chaque chirurgien pratiquement a ses habitudes de traitement, a sa façon de faire les soins post-opératoires. Chaque équipe, à l'intérieur même des équipes, il peut y avoir des divergences entre les différents praticiens.
Donc aujourd'hui, nous avons voulu rapporter notre expérience dans les services de chirurgie pédiatrique de Nouakchott. Nouakchott, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale de la Mauritanie. Il y a 2 services de chirurgie pédiatrique. Au niveau du centre hospitalier national, qui est l'hôpital de référence, et le centre hospitalier mère et enfant, qui est de création plus récente. Il y a 6 chirurgiens pédiatres pour toute la Mauritanie. La Mauritanie, comme vous le voyez sur la carte, c'est un pays qui est très très vaste, qui est entre le Maroc et le Sénégal, et puis l'Algérie et le Mali. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le pays qui fait trait d'union entre les pays du Maghreb et les pays de l'Afrique subsaharienne. Il y a maximum 4 millions d'habitants pour toute la Mauritanie, alors que la surface du pays est de plus d'1 million de kilomètres carrés. Donc, vous voyez une très, très faible densité de population, avec une grande partie du pays qui est désertique. Nous avons, pendant longtemps, la chirurgie pédiatrique, c'est une spécialité qui est récente en Mauritanie. Les premiers chirurgiens pédiatres mauritaniens ont, disons, globalement 10 ans d'expérience, globalement. La chirurgie, des fentes étaient réalisées dans le cadre par des missionnaires qui venaient dans le pays, on regroupait les malades qui ont des fentes. Quand des missions venaient, on les opérait pendant une semaine dans le cadre de campagne. Donc, il y avait plusieurs équipes et il y avait une grande diversité que je pense que ça a été une grande chance pour nous d'avoir été confrontés en restant sur place à plusieurs techniques opératoires, plusieurs façons de faire, bien sûr, le management post-opératoire des fentes. Des équipes qui venaient de Turquie, qui venaient d'Italie, qui venaient de France, qui venaient d'Espagne, qui venaient de beaucoup de pays du Maghreb, des missions même sont venues du Sénégal. Et nous avons capitalisé toute cette expérience pour, là, depuis quelques années, nous sommes assez autonomes, même si de temps en temps, pour certaines formes complexes, certains de nos collègues plus expérimentés viennent parfois, mais c'est de plus en plus rare, viennent parfois pour nous donner un coup de main. Donc, concernant les soins post-opératoires, nous allons parler successivement du traitement antalgique, de la place des perfusions de soluté, de l'antibiothérapie ou pas, de l'alimentation et des soins des plaies, proprement dit. Donc, concernant les antalgiques, l'analgésie post-opératoire, habituellement, ce que nous faisons, c'est une perfusion de paracétamol au bloc opératoire juste avant le réveil. Je pense que par rapport au traitement antalgique, il n'y a pas beaucoup de controverses. Donc, nous faisons une perfusion de paracétamol au bloc opératoire avant le réveil et nous poursuivons en post-opératoire. Le plus souvent, par voie entérale, c'est-à-dire si l'enfant n'est pas encore bien réveillé au bout de 4 heures de temps, mais généralement il est déjà réveillé, soit du paracétamol en suppositoire ou bien carrément en féroce, des sirops de paracétamol. Parce que l'objectif, c'est que, on va le voir avec la perfusion tout à l'heure, de toute façon, le principe, c'est de l'hospitalisation la plus courte possible. Le paracétamol, généralement, suffit. Le plus souvent, chez presque 90% de nos patients, nous nous arrêtons au paracétamol et ça suffit comme traitement antalgique. Ça suffit entre guillemets. Si nécessaire, nous ajoutons de l'ibuprofène ou du tramadol. Je dis si nécessaire, et malheureusement, nous ne l'utilisons pas souvent parce que nous estimons que les enfants n'ont pas eu trop mal. Mais j'avoue que dans le service, nous n'utilisons pas des échelles pour mesurer la douleur en post-opératoire chez l'enfant.
c'est quelque chose, c'est une amélioration que nous devons apporter. Nous nous basons sur est-ce que l'enfant est calme ou l'enfant il crie beaucoup. Quand l'enfant crie beaucoup, on suppose que c'est parce qu'il a mal, et souvent nous lui ajoutons de l'ibuprofène ou du tramadol. Mais je pense que l'utilisation de scores de mesure de la douleur devrait être nécessaire. Quand l'enfant est calme, nous estimons globalement qu'il n'a pas trop mal et donc que le paracétamol lui suffit. Et donc que sa douleur, elle est supportable. Mais qu'est-ce qu'on appelle une douleur supportable? C'est ça la question. Je pense que, comme disait un de mes maîtres, la seule douleur qui est supportable, c'est celle des autres. La seule douleur qui est supportable, c'est celle des autres. Donc, nous arrivons, quand l'enfant est calme, nous estimons qu'il n'a pas trop mal. Mais je pense que pour l'avenir, nous devons utiliser des scores de la douleur et de façon plus objective, anticiper sur la douleur de l'enfant. Dans la littérature, certains font des infiltrations de xylocaïne adrénalinée au moment même de l'intervention chirurgicale pour anticiper sur la prise en charge de la douleur. D'autres font des blocs sous-orbitaires, mais j'avoue que nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous avons un seul anesthésiste qui les réalise chez les grands enfants, généralement chez les adultes, nous allons dire. C'est rare qu'il ait à le faire chez les enfants. L'autre aspect des soins post-opératoires, c'est la nécessité ou non de faire des perfusions, c'est-à-dire une alimentation parentérale. Nous utilisons du sérum glucosé à 5% avec des électrolytes, du NaCl, du KCl. Bon, alors, exceptionnellement, nous ne mettons pas du calcium parce que il s'agit d'une perfusion courte et l'enfant n'a pas eu le temps encore de faire l'hypocalcémie. En fonction de l'âge, nous administrons 2 à 4 millilitres par kilo par heure, sachant que notre objectif, c'est de faire la perfusion la plus courte possible. Nous ne voulons pas que l'enfant reste longtemps hospitalisé, et nous ne voulons pas que l'enfant soit perfusé pendant longtemps. Donc, une perfusion la plus courte possible. S'il s'agit d'une fente palatine, on prend quand même la sécurité de le perfuser au moins pendant 24 heures, disons en moyenne. Pendant 24 heures, parce que nous lui donnons le temps de reprendre l'alimentation per-os par voie orale avant d'enlever la perfusion. Quand il s'agit d'une fente labiale, très souvent, dès que l'enfant est complètement réveillé et qu'il commence à s'alimenter, nous avons tendance à enlever la perfusion dans la crainte de surcharger les petits-enfants avec beaucoup de soluté. Donc la perfusion, elle est sujet à controverse. Elle est sujet à controverse parce que il y a des tendances à une longue hospitalisation, donc avec des enfants qui restent perfusés pendant plus longtemps. Et certains auteurs comme Onyekuelu, qui a fait dans une étude en Grande-Bretagne, qui se pose même la question, est-ce qu'il faut faire une perfusion en post-opératoire après la chirurgie des fentes? Et la conclusion de cette étude de grande ampleur en Grande-Bretagne, c'est que la perfusion n'est pas nécessaire en post-opératoire, surtout chez les tout petits enfants. D'autres études dans des pays sous-développés, en Inde, etc., préconisent parce que une perfusion tant que l'enfant est hospitalisé. Et c'est des pays souvent où la durée d'hospitalisation peuvent être parfois longues. En moyenne, dans certaines études, parlent d'une perfusion qui durerait
d'une hospitalisation en moyenne de 3 à 5 jours, selon certains. Alors, l'autre aspect, en dehors des perfusions, c'est la prescription d'antibiotiques. Là, c'est là où il y a le plus de controverses, le plus de polémiques, disons. Nous, dans notre pratique, nous administrons de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique lors de l'induction anesthésique. Donc, en fonction du poids, bien sûr. Et nous ne mettons pas d'antibiotiques en post-opératoire. Nous ne mettons ni dans les fentes labiales, ni dans les fentes palatines. Nous ne mettons pas des antibiotiques en post-opératoire. Et nous nous basons sur le fait que quand certains disent antibiothérapie pendant 5 jours, la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes en train de faire une antibioprophylaxie ou nous sommes en train de faire une antibiothérapie? Quand il s'agit d'une antibioprophylaxie, on sait tous, les schémas thérapeutiques sont clairs et par définition, une antibioprophylaxie ne doit pas dépasser 48 heures, par définition. Une antibiothérapie, c'est pour traiter une infection qui est avérée. Donc, dans le cadre de l'usage rationnel des antibiotiques, nous essayons toujours de nous situer selon que nous sommes en antibioprophylaxie ou en antibiothérapie. Et ça, nous le faisons aussi pour tout ce qui est chirurgie propre, en dehors, parce que nous sommes des services de chirurgie pédiatrique. En dehors des fentes, nous faisons beaucoup de chirurgie pariétale, des hernies, etc. et autres, pour lesquelles nous ne mettons pas d'antibiotiques, malgré que ce sont nos conditions de travail, malgré que nous sommes en zone tropicale où, soi-disant, le risque infectieux est plus important que dans les pays occidentaux. Donc, en discutant avec des collègues, beaucoup trouvent notre attitude trop osée de ne pas mettre des antibiotiques. Mais depuis des années, nous ne mettons pas d'antibiotiques en post-opératoire. Nous avons quelques cas d'infection que nous traitons par des soins locaux et éventuellement, et puis par des antibiotiques, mais seulement quand il y a une infection qui est avérée. Mais en dehors, en l'absence d'infection, nous ne faisons pas d'antibiotiques. Par contre, dans la littérature, la plupart des auteurs recommandent l'usage d'une antibiothérapie. Bon, j'ai mis entre un point d'interrogation parce que c'est des antibiothérapies qui sont poursuivies pendant 5 jours, pendant 1 semaine. Donc, je pense que ce n'est plus de l'antibioprophylaxie, c'est une antibiothérapie. Et thérapie de quelle infection qui n'est pas encore avérée, bon, je ne sais pas. Mais ce qui nous fait douter un peu quand même, il y a des études qui disent, par exemple, l'étude de Maria-Luisa Aznar, c'est fait en Inde, qui a trouvé qu'il y a significativement plus de fistules à conditions égales, toutes conditions étant égales par ailleurs, qu'il y a plus de fistules dans les palatoplasties sans antibiotiques qu'avec antibiotiques. Est-ce que ça remet en cause? Bon. Nous avons un certain taux de fistules, mais je ne pense pas que nous ayons beaucoup plus de fistules. Et nous n'avons pas, objectivement, nous n'avons pas fait une étude comparative dans nos conditions entre usage d'antibiotiques et ou pas d'usage d'antibiotiques. Donc, nous ne pouvons pas formellement répondre à cette question, mais nous estimons que nous avons en tout cas pas beaucoup d'infections. Nous n'avons pas beaucoup plus d'infections que la plupart de nos voisins avec lesquels nous discutons et ce ne serait pas nécessaire. Donc Raymond aussi, c'est une étude multicentrique, plus de 70 centres, une étude d'ampleur sur le management post-opératoire dans les fentes,
ils ont fait des questionnaires et ils ont trouvé que la plupart des centres, 70% des centres, donnent des antibiotiques en post-opératoire de façon systématique. Et seulement 30% des services qui disent ne pas donner des antibiotiques. Donc, je pense que ça doit faire l'objet d'une discussion pour harmoniser les protocoles et ça pourrait même se faire, je pense, dans le cadre d'une étude d'ampleur de SMILE-TRAIN pour voir est-ce qu'objectivement l'antibiotique diminue le risque de complications infectieuses en post-opératoire ou c'est quelque chose dont on peut se passer. L'autre sujet de polémique, c'est nettement la réalimentation. La réalimentation, à quel moment alimenter et comment alimenter un enfant opéré d'une fente. Nous, dans le cas des fentes labiales, dans le cadre des fentes labiales, dès que l'enfant est bien réveillé, on autorise l'alimentation par la bouche. L'alimentation par la bouche, dès que au réveil complet, mais nous évitons que l'enfant ait à faire un effort de succion. L'effort de succion, donc nous l'alimentons avec la tasse ou à la cuillère au tout début. Et le biberon et le sein sont décalés de quelques jours, 2 jours ou 3. Mais les premiers jours, c'est juste une alimentation à la tasse ou à la cuillère, ou même parfois, quand l'enfant est un peu plus grand, avec une seringue, on lui met du lait directement dans la bouche. Dans le cadre des fentes palatines, en général, nous ne les alimentons pas immédiatement en post-opératoire. Nous les alimentons le lendemain, le plus souvent. Donc, le premier jour, il reste avec sa perfusion, parce que souvent, avec la douleur, etc., nous préférons ne pas commencer l'alimentation. Nous commençons l'alimentation liquide le lendemain à J1 post-opératoire. C'est des liquides et des semi-liquides qui sont froids pour éviter juste l'effet mécanique et la douleur. Donc, le moment de l'alimentation, c'est vraiment un des sujets de grande controverse dans la littérature. Donc, dans la plupart des centres, les enfants restent 3 à 5 jours sans alimentation péroce. Dans certains centres, surtout dans le cadre des fentes palatines, ils mettent une sonde nasogastrique et alimentent l'enfant par la sonde nasogastrique pendant à peu près 1 semaine, le temps que les sutures soient bien cicatrisées. Mais d'autres ne sont pas d'accord et pensent qu'il faut faire une alimentation précoce parce que la question qui se pose, c'est est-ce que l'effet mécanique de la succion ou de l'alimentation, quel est l'effet de l'alimentation sur les sutures? Est-ce que la succion met en tension la suture? Et des auteurs pensent que, en fait, les pleurs même de l'enfant a beau ne pas avoir de douleur, le petit enfant, quand il a faim, il crie, il pleure. Et ces auteurs pensent que les pleurs et les cris entraînent plus de tension sur des sutures de lèvres que la succion elle-même. Donc, ça met en balance le fait de mettre une sonde nasogastrique. Je pense que de plus en plus, la tendance, c'est à une alimentation de plus en plus précoce. Nous arrivons maintenant aux soins des plaies. Donc, nous, notre principe, c'est une courte hospitalisation. Nous voulons que les enfants restent le moins possible à l'hôpital parce que, bon, quand on opère les malades dans le cadre de campagne,
malgré que nous les opérons nous-mêmes, mais souvent nous les regroupons pour les opérer. Nous avons besoin de place. Nous ne les faisons pas dans le cadre souvent de programmes réguliers, nous faisons plutôt des campagnes. Et donc, tous les jours, il y a de nouveaux malades qui doivent être opérés. Donc, nous avons pris l'habitude comme ça et nous avons appris à faire la chirurgie des fentes par des campagnes où les malades étaient hospitalisés le moins longtemps possible. Et ils ne peuvent pas venir, souvent ils habitent loin de l'hôpital, souvent on l'a dit, c'est des parents qui sont plus ou moins de milieux socio-économiques modestes. Donc venir à l'hôpital pour faire des soins locaux s'avère difficile pour eux. Donc, nous les formons à faire les soins locaux, tout simplement, les soins des plaies. Les fentes labiales, nous les suturons avec des sutures cutanées par du fil résorbable. J'ai du Vicryl 6.0 résorbable, un fil qui est très fin. Et nous ne mettons pas de pansement. Nous ne mettons pas du tout de pansement. Nous laissons la plaie à l'air libre. Et dès le lendemain, les parents, on leur apprend à nettoyer la plaie. Nous ne nettoyons pas avec un antiseptique, nous nettoyons tout simplement la plaie avec du sérum physiologique. Une compresse imbibée de sérum physiologique. Et nettoyer la plaie pour progressivement ne pas laisser les croûtes s'installer. Donc là, c'est un enfant opéré d'une fente labiale. Vous voyez la maman qui met des gants, bien sûr, des conditions d'hygiène maximale, mais sachant que les gants ne sont pas obligatoires, elle peut très bien se laver les mains correctement, prendre une compresse et essayer de faire en sorte que la partie de la compresse qui va être au contact de la plaie, qu'elle n'ait pas à le toucher. Et on lui verse du sérum physiologique sur la compresse et elle fait le nettoyage. Par contre, nous insistons pour que ce soit des flacons à usage unique. Donc, c'est des petits flacons d'acryosérum, c'est le sérum physiologique pour nettoyer les yeux. C'est ce que nous avons trouvé de disponible sur le marché. Mais n'importe quel autre conditionnement de sérum physiologique, pourvu que ce soit à usage unique. Il faut éviter d'avoir un flacon de 500 millilitres qui risque d'être contaminé au bout de quelques jours et ça peut provoquer des infections. Donc, là, c'est l'équipe médicale qui lui montre comment faire, comment tenir l'enfant. Et le principe, c'est juste de ne pas faire de frottement sur la plaie. Donc, on fait juste des attouchements. Il faut juste toucher avec une compresse bien imbibée, toucher la plaie 2 fois par jour, parfois 3 fois par jour, en fonction de l'état local, parce qu'il y a des enfants qui ont une rhinorrhée, donc avec une tendance, avec de la morphe tout le temps sur la plaie, ceux-là seront nettoyés plus fréquemment. Et si la plaie est propre, 2 à 3 fois par jour, ça suffit. Donc ça, c'est la maman qui doit apprendre à le faire. Donc c'est la même chose. Vous voyez les petits flacons de sérum, le petit flacon de sérum à usage unique sur la compresse qu'elle tient. Cette partie qui va toucher la plaie, elle est stérile. Et après, elle fait elle-même le nettoyage. Une fois qu'elle sait le faire, ça c'est le lendemain de l'intervention, l'enfant peut sortir tranquillement et continuer ses soins à domicile. En général, le chirurgien le revoit à 1 semaine. Et le plus souvent, à 1 semaine, la plaie, elle est déjà cicatrisée. Ou en tout cas bien avancée pour cicatrisation s'il n'y a pas en l'absence de complications locales. Bien entendu, ils ont comme consigne, ils savent qu'ils peuvent revenir à tout moment. S'ils ont remarqué un écoulement purulent par la plaie, s'ils ont remarqué un début de déhiscence, tout ce qui peut les inquiéter, ou la plaie qui devient inflammatoire, un peu rougeâtre, ils peuvent venir avant le rendez-vous, venir directement et seront vus par le chirurgien. Donc, cette attitude aussi, elle est discutée, c'est normal, beaucoup d'attitudes. Il y a certaines équipes où on met un pansement qui reste en place pendant 1 semaine
Il y a certaines équipes où le malade revient tous les 3 jours, 2 jours pour qu'on lui change son pansement parce qu'on n'a pas confiance, on pense que les parents risquent de provoquer des infections. On préfère, et les équipes préfèrent les faire elles-mêmes. Ça, c'est dans la littérature de façon générale. Certains utilisent de l'iode, des antiseptiques à base d'iode ou autre. Certains mettent des pommades antibiotiques. Et pour ceux qui utilisent du fil non résorbable sur la partie cutanée, ils font la procède à l'ablation des sutures à J7, donc après une semaine. Mais donc nous mettons du fil résorbable, donc pas besoin de l'ablation, et nous n'utilisons pas ni de pommade antibiotique ou autre. En général, au bout d'une semaine, quand le chirurgien revoit le malade et que la plaie est cicatrisée, parfois il y a des petites croûtes qui sont formées sur la lèvre. Donc ces petites croûtes, pour les enlever, on met juste pendant 2 jours de la vaseline pure. Et avec la vaseline, les croûtes tombent et on se retrouve avec une cicatrice tout à fait normale. Concernant les fentes palatines, le risque avec l'alimentation, c'est que la formation de débris alimentaires et que c'est, selon des auteurs, c'est ces débris alimentaires qui ont tendance à s'incruster dans les sutures de la palatoplastie et ça peut provoquer des fistules. Donc, la question, c'est de lutter contre les débris alimentaires. Donc, nous préconisons l'usage d'eau froide. Donc, l'eau, à chaque fois que l'enfant s'alimente, qu'il prend du yaourt, qu'il prend une soupe, il ne faut pas d'alimentation solide pendant une semaine quand même. Pour les fentes palatines, nous déconseillons une alimentation solide pendant une semaine. Donc, ça minimise le risque d'avoir des débris alimentaires. Mais des soupes peuvent être réalisées, du yaourt, des bouillies peuvent être utilisés. Et à chaque fois que l'enfant s'alimente, il doit faire passer avec un peu d'eau froide pour diminuer, par effet mécanique, diminuer les débris alimentaires. Et surtout, nous préconisons l'usage du miel. Donc, chaque enfant qui est opéré d'une fente, la première ordonnance, disons, c'est du miel. Dans l'ordonnance, avec les antalgiques, ils doivent acheter du miel. Et le miel, tout le monde connaît les capacités de détertion du miel qui favorise beaucoup la cicatrisation. Et le fait de prendre une petite cuillère de miel en fonction de là, chaque fois qu'il s'alimente, chaque fois qu'il y a après l'alimentation, ils prennent une petite quantité de miel et ça permet d'aider à la détertion. Donc finalement, nous avons adopté cette attitude, qu'on peut dire, est-ce que ça marche ou pas? Nous ne mettons pas d'antibiotiques, nous perfusons de façon très courte, une très courte hospitalisation. C'est bien beau de faire tout ça, mais la question c'est, à la fin de tout ça, est-ce que ce que nous faisons marche ou ça ne marche pas? Donc, depuis une année, nous avons opéré 108 enfants. Bon, ça peut paraître peu pour certains pays, je comprends, mais se rappeler que nous n'avons que 4 millions d'habitants en Mauritanie et que sur ces 4 millions d'habitants, la plupart vivent dans des villes, parce que c'est la partie est désertique, la plupart vivent dans des villes où il y a quand même un suivi médical des grossesses. Les Mauritaniens sont connus très soucieux de leur santé, donc les gens ont tendance à consulter. Et même, il y a certaines malformations que les gens cachent parce que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être source de bonheur. Nous faisons des campagnes de sensibilisation pour que les gens viennent consulter et ne restent pas avec les fentes. Mais parfois, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de fentes qui sont
que nous ne voyons pas, tout simplement. Donc, quand nous arrivons à opérer à peu près une centaine par an, c'est déjà pas mal à notre niveau. Parmi ces 108, nous avons fait 63 fentes labiales. Et sur ces 63 fentes labiales, depuis une année, nous avons eu 4 suppurations de parois de la plaie de la lèvre. Et 2 parmi ces 4 suppurations, il y a eu un lâchage, une déhiscence des sutures carrément. Donc, qui ont nécessité une reprise opératoire 6 mois plus tard. Mais rétrospectivement, est-ce que même avec les antibiotiques, nous aurions pu éviter ces 4 suppurations? Est-ce que c'était la peine de mettre des antibiotiques pour les 63 patients pour prévenir seulement 4 suppurations? Bon, je pense que c'est un résultat qui nous paraît correct. Si les enfants viennent, font une infection, en ce moment, on les met sous antibiotiques. Et sur les 108 patients, nous avons opéré 45 fentes palatines. Nous avons enregistré quand même 9 fistules palatines et 3 lâchages complets, donc on appelle les insuffisances vélopalatines. Parce que c'est souvent des enfants avec des fentes palatines qui ont été larges, avec des sutures sous tension, mais je ne pense pas que les antibiotiques auraient pu régler le problème. Parfois, c'est des malades, au moment même où on fait les sutures, on sait qu'il y a un risque de lâchage. Et dans la littérature, on sait que les fentes palatines donnent jusqu'à 30% de fistules et un taux de 30% de fistules palatines. C'est un taux qui est acceptable, en tout cas dans la revue de la littérature. Donc, bon, ça c'est des images d'un enfant opéré dans nos conditions, qui avait une fente labiopalatine. On a fait juste la lèvre dans un premier temps et qui n'a pas eu besoin d'antibiotiques ni de quoi que ce soit d'autre, qui a été hospitalisé juste 24 heures et une semaine après, ça c'est la photo, une semaine après l'intervention. Donc, en conclusion, les soins post-opératoires des fentes sont mal codifiés. Chaque aspect des soins est sujet à controverse, mais nous pensons qu'il y a possibilité de simplifier les soins et nous le montrons qu'avec l'implication des parents, on peut arriver à laisser les enfants plutôt à domicile et à soulager nos structures de santé qui sont parfois débordées. Je vous remercie. Professor Ogunlewe. Thank you. Yeah. Thank you very much, Dr. Khan, for your beautiful presentation and for sharing your thoughts and experience with us on the post-operative care of cleft lip and palate patients. I'm particularly delighted that you also highlighted the controversy that still surrounds the use of antibiotics in this group of children, the prophylactics and the therapeutic. I think it still remains. In our center, we use prophylactic antibiotics for lip, which is given at induction. And for the palate, we give 24 to 48 hours. And we haven't seen much of infection because we always ensure that there is no upper respiratory tract infection preoperatively. Thank you very much. We have some questions on the chat box. Nicole, I think we have to interpret because they are all in French. Yes, I will. Okay. The first question is, how do you manage false membrane deposits on incision in palatography? Comment est-ce que vous gérez les dépôts de fausses membranes sur les incisions dans les palatographies? Justement, le miel, parce que nous ne mettons pas de compresse, nous n'appliquons pas de soins. Les enfants, c'est difficile de leur faire ouvrir la bouche pour leur permettre pour nettoyer en fond le palais.
On avait un de nos maîtres qui le faisait, mais c'était vraiment très traumatisant pour l'enfant, parce que nous avons eu à bénéficier de l'expérience de plusieurs équipes. Certains le faisaient, mais nous pensons que le miel, tout simplement, permet d'avoir une bonne détection. En général, quand ils prennent du miel, au bout de quelques jours, nous avons des dépôts, mais en une semaine, tout rentre dans l'ordre. There's another one from Dr. Ose. Yes. Yes. Okay, Dr. Ose is saying, que faites-vous quand l'enfant suce ses doigts ou quand il a juste tendance à toucher la plaie labiale? So in English it is, what do you do when the child sucks his fingers or just touches the lip wound? Ben, nous ne l'empêchons pas. Nous ne pensons pas que le fait de toucher la plaie, nous ne pouvons pas attacher l'enfant pendant une semaine. Les parents ne pourront de toute façon pas le surveiller. Donc, franchement, nous pensons que c'est à nous de faire les sutures qu'il faut et qu'une plaie qui est suturée, l'enfant ne pourra pas défaire les sutures en touchant la plaie ou en suçant son doigt. Nous ne pouvons pas empêcher l'enfant de le faire. OK. Une autre question. Félicitations pour la maîtrise du sujet. Vu la difficulté relative de la réparation des fistules après une chirurgie des fentes palatines, ne pensez-vous pas que c'est plus prudent et plus rigoureux d'opter pour l'antibioprophylaxie antibiothérapie, ne serait-ce que pour ce type précis de fente? Congratulations for having a good grasp of the subject. Given the relative difficulty of fistula repair after cleft palate surgery, don't you think it's safer and more rigorous to opt for antibiotic prophylaxis and antibiotic therapy, if only for this particular type of cleft? D'accord. Bon, est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est prouvé par plusieurs études dans plusieurs centres que l'utilisation de l'antibiotique diminue le risque de fistule? Si j'ai des études multicentriques avec très rigoureuse sur le plan scientifique qui le prouvent, je suis prêt à mettre les antibiotiques, rien n'est figé. Mais pour le moment, je pense que je ne suis pas sûr que dans des équipes similaires aux nôtres, nous ayons beaucoup plus de fistules palatines en n'utilisant pas des antibiotiques qu'en les mettant. OK. Une autre question. Dr Karamba, il partage son expérience. Il dit que nous procédons tout juste à un flash antibiotique en préopératoire selon l'âge et le poids de l'enfant. So that Dr. Karamba from Conakry is just sharing about their experience there. He said that they just proceeded to a preoperative antibiotic flash according to the child's age and weight. Okay, this question is in English. I think it's... Yes. Okay, the question goes thus. Thanks for your good presentation. I'm sorry. Bon, quand c'est écrit en anglais, j'arrive quand même à lire, je pourrais peut-être répondre. The question is, thanks for your good presentation. The use of honey is really commendable. Guess it has to be pure honey. How do you confirm it's pure honey without sugar additives that can bring complications to wound healing? Nicole, please translate. Yes. La personne est en train de dire que
l'usage du miel est très recommandé. Par contre, il faudrait que ce soit du miel pur. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce soit du miel pur, sans additifs de sucre, qui peuvent amener des complications pendant la cicatrisation? Bon, nous ne pouvons pas être sûrs. Franchement, nous prescrivons nous demandons à la personne d'aller acheter du miel dans une boutique et nous ne faisons pas particulièrement attention. Est-ce que c'est du miel pur ou ajouté, avec un peu plus de sucre? Mais le fait qu'il l'utilise juste pendant 5 jours, et je ne sais pas, est-ce que le sucre entraîne des complications au niveau des plaies opératoires? Je ne suis pas sûr que le sucre en lui-même donne des complications. Je n'ai jamais entendu cette expression. Les diabètes sucrés, ils ont des difficultés de cicatrisation parce qu'il y a un problème de microcirculation vasculaire. Mais est-ce que le sucre lui-même entraîne un retard de cicatrisation? Pas que je sache, mais je suis, s'il le confirme, je suis prêt à vérifier que ce soit du miel pur. Mais je ne sais pas, est-ce que le sucre entraîne des complications au niveau de la plaie opératoire? There are 2 other questions, Nicole. There are 2 other questions in French, please. Can you take them? Yes. Yeah. Que pensez-vous du lavage nasal des cas de fente palatine opérés? What do you think about nasal cleaning of operated cleft palate cases? Bon, ça peut se faire si l'enfant a une rhinorrhée importante. Ça peut être nécessaire parce que ça peut l'aider même dans sa respiration. Je ne pense pas que ça crée plus de problèmes. Nous n'en faisons pas de pratique courante parce que déjà, nous avons des anesthésistes qui sont très frileux et d'habitude, quand l'enfant a une rhinorrhée en préopératoire, il n'est même pas opéré de toute façon. Nous n'avons pas eu à gérer de ce genre. Maintenant, le faire de façon en routine, nous ne faisons pas de lavage nasal en routine pour les fentes palatines. Another question here in French, so I'm taking it. Bonjour, que pensez-vous de la protection de la plaie? Yes. Que pensez-vous de la protection de la plaie opératoire sans mettre le pansement? Nos chirurgiens ont l'habitude de demander à la mère de bébé de mettre les mains du bébé dans les chaussettes pour qu'il ne puisse pas arracher ou frotter la plaie. What do you think about protecting the surgical wound without putting on the bandage? Our surgeon is used to ask the baby's mother to put the baby's hands in the socks so that he cannot tear or rub the wound. Non, franchement, nous ne donnons aucune consigne particulière par rapport à ça. Parce que les pansements, le plus souvent, ils tombent au bout de quelques jours. Donc, si on veut les remettre régulièrement, on ne s'en sort pas. Une autre option, ça pourrait être de mettre des stéristrips, parce que certains auteurs le mettent des stéristrips sur les plaies opératoires. Mais les stéristrips ne sont pas disponibles de façon fréquente ou de façon facile et ça a un certain coût. Nous ne les utilisons pas, franchement, et nous n'avons pas plus de complications avec ça. Je pense que l'enfant, il faut juste veiller à ce qu'il ait tout le temps les mains propres, surtout quand il commence à bouger, quand il commence à se déplacer, quand il est assez grand et qu'il peut se déplacer. On demande à la maman de veiller à ce que l'enfant ne sorte pas dans le sable et qu'il soit dans un périmètre d'une pièce, par exemple, pendant ce temps, et qu'il ait les mains, le plus souvent, les mains lavées, tout simplement. Mais que l'enfant touche sa propre plaie, je pense que non, on ne s'inquiète pas, autre mesure de ça.
Another question. Pour l'immobilisation des There's another membres. question, Nicole. Yeah. Pour From l'immobilisation des, pour l'immobilisation des membres des enfants opérés de fente palatine, notre expérience nous pousse à y procéder systématiquement pour les 3 ou 4 premiers jours, surtout pour les enfants qui sont des suceurs de doigts. Si les doigts n'ouvrent pas les sutures, ils peuvent provoquer des petites hémorragies ou apporter de l'infection avec des doigts souvent pas propres. For the immobilization of the limbs of children operated on for cleft palates, our experience leads us to proceed systematically for the first 3 or 4 days, especially for children who are finger sucking. If the fingers do not open the sutures, they can cause small bleedings or bring infection with fingers that are often not clean. Bon, ça c'est un commentaire que je prends, j'en prends acte et oui, ça peut être une bonne alternative, peut-être. Yes. Okay. So we don't have any other questions. Okay, Dr. Khan, please go on. Okay. It was just a comment, so he agreed with the comment. I thought you wanted to respond. Yeah. It seems we don't have any more questions. So once again, I'd like to thank Dr. Khan for your beautiful presentation. And I want to thank everybody for being part of this series. Over to you, Nicole. Thank you. Yeah. Sorry, before we close, I want to ask a question to Dr. Khan. Okay. Dr. Khan, j'ai une question pour vous. Étant donné que vous ne faites pas des antibiothérapies de manière systématique, comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y a pas une infection sous-jacente avant l'intervention? Before you operate, how can you be sure that there's not under infection? And since you are not giving antibiotic systematically after the surgery? Bon, une infection sous-jacente, c'est que je suppose que quand l'enfant a quand il présente les moindres symptômes, ils sont examinés juste avant l'intervention par les anesthésistes. S'il a le moindre symptôme, on s'assure avec les parents qu'ils n'ont pas fait de fièvre, qu'ils n'ont pas de symptomatologie respiratoire, donc qu'ils ne toussent pas, etc. Ils sont examinés. S'il y a le moindre doute quant à une infection, les enfants sont récusés de toute façon. Maintenant, si jamais il avait une infection sous-jacente qui n'a pas été, peut-être que ça n'a pas été bruyant, bon, si ça se manifeste en post-opératoire, nous n'hésiterons pas à mettre, si l'enfant post-opératoire présente de la fièvre et commence à être symptomatique, de toute façon, il va revenir à l'hôpital et en ce moment, en fonction du foyer infectieux qui va être objectivé, il sera mis sous antibiotiques. Mais nous ne voulons pas le mettre de façon systématique. C'est juste ça. For that question, we do not want to put the child on a systematic antibiotic treatment because for us, as I said, the principle is prophylaxis. So if with time the child really develops some sort of infection, we will go through the antibiotic therapy. Thank you. That's a principle that we choose to use. Dr. Nicole, I have a comment. Yes, please go. Yeah, today we have made comments to the yes. Okay. Dr. Khan, je vous remercie pour votre belle présentation et surtout d'avoir souligné les controverses, les polémiques autour de cette question. Moi, je faisais l'interprétation, mais j'ai bien souligné que vous n'avez pas de score pour évaluer la douleur chez les enfants. Ça, c'est quelque chose que vous envisagez dans le futur de le faire. Et je voudrais vous informer que SMART traîne en collaboration avec les anesthésistes reconnus
de Smile Train. Et il y a des formations, il y a du matériel pour pouvoir démarrer l'utilisation de l'évaluation de la douleur. Et c'est très important, même en chirurgie pédiatrique, parce que on ne devrait pas donner, comme vous allez bien expliquer, les analgésiques juste par observation. Si on a une manière de le faire, je pense que on va vous aider à vous mettre en contact avec les anesthésistes pour pouvoir développer ces genres d'outils dans votre service. C'est juste un petit commentaire. Then I will translate what I just said. In Dr. Ken's presentation, he said that they don't have an evaluation tool for pain management in their department, and of course in the future they hope they can do so. I was just informing him what with Smile Train anesthetists, these tools can be found, and we can really liaise him to the right people to be able to do that in the future, as it's also important to do so. Thank you. Merci beaucoup. Ça, c'est un outil qui va être très utile, que j'attends avec impatience. Et justement, dans le plan d'action de notre service pour 2020-2021, nous préconisons de mettre en place des études d'évaluation de la douleur post-opératoire pour tous les enfants et de prendre en charge. Ça va être un des objectifs. Ce n'est pas normal qu'un enfant en post-opératoire ait mal. Et nous essayerons nous prenons cet outil avec grand plaisir. Okay, so Dr. Khan says that it would be really a pleasure for him to really get those tools, because it's not normal for his department to function like that. So one of the objectives for 2020-2021, or at least not for 2021, is to be able to get the pain management score evaluation in the pediatric department. So he will be really glad to have such tool, or to be trained, or to train his staff on such scores. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for joining us for this exciting session. We hope that we will see you next week, same time, 11 a.m. West African time. Have a lovely week ahead. Bye-bye. Bye. Thank you.